Bernard, donc, comme tu sais, enfin, moi en particulier, je m'occupe beaucoup des communs, des biens communs, comme une institution qui, à mon avis, est tout à fait vitale pour le futur de la société parce qu'elle maintient les ressources en état. Donc, moi, je crois que c'est une force négantropique, je crois que tu dirais. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as aussi un rôle pour les communs dans la transition? Tout à fait. Pour nous, ce que j'appelais tout à l'heure la capacitation, c'est-à-dire le partage et la culture locale de savoir. Ce que j'appelle savoir, hein, je le redis, hein, c'est le savoir, c'est savoir faire pousser des légumes. C'est comme un commun des capacités. Voilà, c'est ça. Pour moi, comme l'a montré Charlotte Hess dans un des bouquins qu'a publié Benjamin Correa d'ailleurs, puisqu'il a publié un livre qui s'appelle Le Retour des communs. Et dedans, Charlotte Hess, qui a travaillé dans l'université de, comment ça s'appelait, Elinor Ostrom, voilà, insiste sur un point très important. Elle dit les communs, c'est d'abord un savoir. C'est parce que les gens qui partagent un commun ont un savoir commun qu'il y a un commun. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des saumons ou des poissons qu'il y a un commun des Indiens, par exemple, qui se nourrissent de ces poissons. Non, c'est parce que ces Indiens ont cultivé un savoir sur ces poissons. Et du coup, ont noué une relation avec ces poissons, avec la rivière, avec voilà. Nous pensons que c'est ça l'enjeu de ce que j'appelle tout à l'heure la déprolétarisation. Donc, développer des savoirs nouveaux dans une économie contributive, c'est forcément développer des communs. Après, ça pose des problèmes juridiques spécifiques en termes de propriété, en termes de gestion des communs, etc., etc. Et ça, on en a parlé pas mal, d'une part avec Benjamin Correa, et d'autre part avec, comment s'appelle-t-il, je retrouve plus son nom, Vercellone, qui est à Paris 8. Bon, il y a un petit peu des conflits idéologiques autour des communs, comme tu le sais bien mieux que moi. En France en particulier, pour moi, il y a 4 grandes tendances, voilà, qui essayent de s'approprier la chose. D'anciens communistes, communs communistes, voilà. Des gens pas du tout communistes, peut-être plutôt à tendance libertaire, voire libertarienne. Et puis, les nuances entre les deux, comme les Français savent très bien faire, voilà. Ce qui fait que les collaborations sont pas très très faciles, parce que moi j'essaie de ne pas trop, comment dire, reprendre des trucs classiques. Voilà, je pense qu'il faut reprendre un peu tout ça autrement. C'est ce qui fait on n'a pas avancé très vite en fait dans ce champ, mais justement avec Benjamin Correa, on s'est revu il y a 3 semaines, et puis il m'a invité il y a un mois ou deux pour un colloque qui se tiendra au printemps, je crois que c'est au mois de mars, où on va repartir là-dessus, parce que je pense qu'il a bien compris que l'économie contributive va vraiment dans le sens de cette vision des communs. Et après, nous sommes extrêmement intéressés aux questions qu'il pose. Quel est le rôle de la puissance publique dans la valorisation des communs, dans leur entretien, dans leur création même? Quelles sont les questions de droit qu'il faut poser, etc., etc. Donc, aujourd'hui, alors pendant, je dirais, 2 ans et demi, c'est difficile, hein, ce qu'on essaie de faire. Vous en avez bien conscience, c'est quand même très à contre-courant. Voilà, on a aussi des lobbies très puissants qui ne voient pas d'un très bon œil. Par exemple, quand on dit on peut remplacer le béton par l'argile, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Voilà. Donc, après, bon, nous disons aux bétonneurs, bah, les mecs, mettez-vous à travailler avec l'argile. On va vous aider. On est là pour vous aider. De toute façon, c'est votre avenir, parce que de toute manière, le béton, faudra arrêter. Mais ça prend très 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 longtemps pour faire comprendre ça dans les boîtes comme ça. Moi, avec certaines boîtes, ça fait 20 ans que j'essaye de leur faire comprendre des trucs comme ça, et ça avance très très doucement. Après, je pense que la situation actuelle, l'état d'urgence, on pourrait dire, dans lequel nous sommes, fait que tout à coup, quand même, les choses changent. Ça, je le vois partout en ce moment, partout, partout, partout. Les gens qui étaient dans le déni absolu, d'un seul coup, sont prêts à discuter et disent, écoutez, bon, expliquez-moi, oui. Sauf, alors si certains ne sont pas sensibles aux enjeux écologiques, la notion d'ubérisation des grands groupes, ça, c'est quelque chose bien sûr. Parce que quand des mammouths se sentaient leaders et sans aucune fragilité, et que des General Electric ont failli plier, il n'y avait pas eu le gouvernement américain, là, il se passe quoi? Plus des ubérisations complètement incongrues,
je pense que certains peuvent dire, oula, si on prend pas, par exemple, ce que vous dites, le tournant de l'argile, elle risque de nous rentrer en pleine face, surtout Absolument. Voilà. Donc, je pense que, quelle que soit la fibre, qu'elle soit par le côté très économique de risque de son business model ou qu'elle soit par une conviction ou une sensibilité plus écologique, je pense qu'il y a de la réceptivité. Et en plus, mais ça vous devez bien le voir, moi ce que j'observe avec les entreprises, les grands groupes, c'est que pour sortir des impasses qu'ils ont vues, moi ce qui m'épate, c'est qu'ils sont tous en train de se tenir la barbichette. Je m'explique. Celui qui faisait de la téléphonie va sur les banques, la banque va dans l'assurance, l'assurance va sur la téléphonie, l'industrie d'avionique va sur les voitures font des avions, et donc tout le monde se tient encore plus la barbichette, ce qui veut dire que s'il y a un facteur ou des facteurs qui font, sans tomber dans l'élément effondrement, mais enfin, en tout cas, qui font un peu capoter quelque chose, non content qu'avant certains pouvaient être fragiles tout seuls, là, ils risquent de s'écrouler tous ensemble. Donc, je pense que c'est parce qu'il y a une incapacitation à penser autre chose, de par le fait que souvent, ils vont solliciter des cabinets de conseil qui leur ressemblent, ils vont avoir peu de chances d'avoir quelque chose de différent. Je pense qu'il peut y avoir une écoute attentive de certains, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, le déni repose sur le fait qu'ils savent pas comment faire, mais peut-être que ce que vous êtes en train de réaliser peut être une vraie voie, une vraie ouverture qui peut les ouvrir à autre chose. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ce que je constate, moi. D'ailleurs, ce que je racontais sur l'argile et la révolution industrielle, moi, c'est pas du tout mon secteur. Moi, je connais un peu le numérique, mais à part ça, je connais rien, hein, bon, dans le monde industriel. C'est un ingénieur qui est venu me poser ces questions il y a déjà 5 ou 6 ans. Un ingénieur du bâtiment, c'est un polytechnicien en fait, qui travaille dans un très grand groupe chez Vinci, voilà, et qui est venu me voir en me disant, il suivait les travaux d'Arsène Smith, en me disant, moi je suis convaincu par ce que vous dites et je suis sûr que Vinci peut se faire ubériser. Enfin, il l'avait pas dit parce qu'à l'époque on n'employait pas encore ce mot-là, où ça commençait juste. Il n'avait pas dit ça comme ça, mais c'était de ça dont il parlait. Et en effet, il avait d'ailleurs convaincu Xavier Huillard, le patron de Vinci, que une association entre Amazon et les industriels du bâtiment chinois, c'était la mort de Vinci. Et c'est en train de se préparer. Donc, ça, c'est l'aspect guerre économique. On peut les aider, si je puis dire, à ne pas se faire massacrer. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut montrer, c'est que, enfin, nous, ce que nous soutenons, c'est que les systèmes, disons, d'ubérisation, qui sont donc des systèmes de plateformisation, ils sont basés sur l'entropie, c'est-à-dire sur le court-circuit des localités systématiques, voilà. Et ils sont pas solvables dans la durée. D'abord, ils consomment des quantités d'énergie absolument colossales et totalement insupportables pour la planète, mais en plus, ils sont autodestructeurs. C'est pas pour rien quand même que 3 mecs très haut placés chez Amazon sont partis, donc en claquant la porte avec perte des fracas. Donc, il y a un truc qui tourne pas rond, hein, dans la Silicon Valley. Donc, nous pensons qu'il faut développer un macro-modèle nouveau qui va valoriser des communs. Je reviens au sujet, à la question de Michel, sachant que les communs, ça peut se définir de toutes sortes de façons différentes. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait que nous organisions. On avait commencé à essayer de le faire. Tu t'en souviens? Tu étais venu. Enfin, je crois que tu étais en vidéo. Je me souviens plus, mais on avait commencé à essayer de le faire à Saint-Denis une première fois. Mais il va falloir qu'on y revienne, peut-être avec Benjamin Coria, pour peut-être lancer un vrai projet avec comme nous mettons des chercheurs sur les trucs, voilà, et pour essayer. En plus, maintenant, on travaille avec Alain Suppiot, donc un grand juriste, voilà, qui croit beaucoup à ces questions, à la question des communs, et qui a un très grand savoir de l'histoire du droit et de la prospective du droit. Donc, voilà, je pense que ce que nous essayons de faire, nous, ce sont des plateformes territoriales, pas des plateformes déterritorialisées, des plateformes territoriales qui reviennent avec le principe de réalité, voilà, et avec des prises de terre. Voilà. Ce que vous pointez est essentiel. Moi, je connais un tout petit peu plus sur la question du droit de la nature avec Valérie Cabanès, mais il est évident que nous ne pouvons pas porter des alternatives, quel que soit le nom,
si on ne travaille pas sur les institutions et sur le droit. Parce que c'est ça qui est important à un moment donné. Bien sûr. Quand on veut avancer, on vous dit, vous n'avez pas la procédure machin, les formats trucs, les documents bidule, vous êtes dans l'illégalité, etc., etc. Donc, si on n'embrasse pas tout ça aussi avec le droit, on n'aura pas les moyens. Ce qu'on a lancé en Seine-Saint-Denis, excuse-moi Michel, juste un mot, et on est en train maintenant de discuter avec Territoire Zéro Chômeur de longue durée, c'est-à-dire avec des gens qui ont travaillé sur des projets de réaffectation de ressources, je dirais, pour des chômeurs de longue durée et redémarrer les choses, et ils ont obtenu de vrais résultats. En ce moment, nous discutons beaucoup pour nous associer, en fait, parce que nous sommes un petit peu ce qui arrive après, là, l'action qu'ils ont lancée. Mais nous sommes en train de discuter parce que notre revendication, c'est de créer un revenu contributif. Je l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais ça, c'est très important. Ce revenu contributif, c'est pas le revenu universel, hein, c'est tout à fait différent. C'est complémentaire, cela dit. Le revenu contributif, c'est un revenu qui valorise le travail hors emploi, comme chez les intermittents du spectacle, et qui est conditionnel. C'est-à-dire que il faut à un moment donné arriver à valoriser le savoir qu'on a acquis dans un emploi. Ce que les intermittents appellent un contrat, une prod, etc., etc. Et nous pensons que ça peut se développer et migrer dans différents secteurs, peut-être pas dans tous les secteurs, parce que moi je crois pas qu'il y ait un truc qui soit la solution à tout, ça, je crois pas du tout ça. Je pense qu'il y a des secteurs où on restera dans des modèles classiques, comme il existe aujourd'hui encore de l'agriculture, je dirais, très ancienne, voilà. Et voilà, mais je pense pas qu'on ait une solution à tout du tout. Par contre, je crois que il faut changer le droit du travail pour permettre de développer ce régime des intermittents. Et ça suppose, c'est rendu possible en France par ce qu'on appelle le droit à l'expérimentation territoriale. Et donc, on n'a pas encore revendiqué ce droit. C'est prévu dans le programme, mais on l'a pas encore revendiqué parce qu'il faut être prêt pour le revendiquer. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à démontrer qu'on va y arriver. C'est très intéressant parce qu'en Italie, il y a eu le changement de la constitution pour introduire la subsidiarité. Tout à fait. Pendant 10 ans, ça n'a pas été employé. Oui. Et donc, après 10 ans, c'est Bologne qui a fait la première réglementation sur les communs urbains, qui était basée sur cet article de la Constitution. Il n'y avait personne qui l'avait utilisé auparavant. Tout à fait. Alors, nous pensons que, voilà, il faut systématiquement rendre possible ce genre de choses, mais ce sont des problèmes juridiques. Un des grands enjeux des communs, c'est la propriété collective, une nouvelle forme de la propriété collective, et comment la propriété privée peut s'articuler avec la propriété. Parce que moi, je ne souhaite pas la disparition de la propriété privée. C'est pas le problème. Voilà, c'est peut-être qu'il faudra que ça disparaisse un jour, mais aujourd'hui, c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est la diminution de l'entropie. C'est tout à fait autre chose. Donc, si le dogme, on va détruire la propriété privée, empêche de diminuer l'entropie, je préfère protéger la propriété privée. Donc, en fait, ce que je crois, c'est qu'il faut les articuler. C'est-à-dire qu'il y a c'est comme ça se passe dans le champ du logiciel. Voilà. Le logiciel est quand même là pour ça. Le logiciel libre, je veux dire, est un éclaireur. Voilà. Et je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin maintenant. Il y a des gens, quelqu'un qui est passé d'ailleurs chez moi quand j'étais directeur de l'IRCAM, qui s'appelle Mélanie Dulon de René, voilà, elle est juriste, elle a travaillé sur ces questions-là, elle est maintenant au CNRS. Mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. Ce que je crois, c'est qu'il faudrait créer une école juridique, vraiment, autour de ça. Et ça, c'est possible entre le Collège de France, où il y a Alain Supiot, Sciences Po, où il y a des gens qui s'intéressent de plus en plus à ces questions. Je parle pour Paris, mais aussi les facultés de droit. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces questions dans le monde juridique aujourd'hui. Mais ce qu'il faudrait, c'est expérimenter. Moi, je crois qu'on n'a pas le temps, parce que je reviens un peu sur le point d'avant, on est dans une période de transition, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on est sur une période de transition? Ça veut dire que le GIEC nous dit il n'y a plus que 8 ans, voilà, pour véritablement créer des bifurcations. Eh bien, c'est une réalité, ça. C'est quelque chose avec lequel on ne doit absolument pas composer. C'est-à-dire que c'est indénégociable. Et il faut aller très, très vite. Pour aller très vite, il faut prendre son temps. C'est ça le grand paradoxe. C'est-à-dire il nous faut 10 ans, mais on va travailler, on n'est pas dans le marketing à faire un résultat dans les 3 mois qui viennent pour les actionnaires. Non, c'est pas du tout ça. On implique les habitants, on travaille avec les territoires, on discute avec les grands groupes, avec les grandes banques, avec les plateformes elles-mêmes, voilà. Et peut-être qu'on crée des nouvelles plateformes aussi, pas forcément américaines, pas forcément chinoises. Et par exemple basées aussi sur les communs, le logiciel libre et toutes ces choses-là. Et on se donne vraiment les moyens
de faire les choses. Et se donner les moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler comme la grande industrie, en fait. La grande industrie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée des laboratoires de physique fondamentale. Moi, j'enseignais ça à mes étudiants. Léon Briouin, il faisait de la mécanique quantique chez Philips. Donc, parce que Philips mettait de l'argent, se disait, il faut que je prenne de l'avance. Donc, il faut des gens qui font de la recherche fondamentale, il faut des gens qui font du développement, c'est-à-dire qui sont capables de faire travailler des ingénieurs, des clients, etc., avec les gens qui font de la recherche fondamentale. Il faut réinventer tout cela dans un modèle qui n'est plus le modèle consumériste et du capitalisme qui est devenu d'ailleurs spéculatif, mais de l'investissement social collectif où le capitalisme doit trouver sa place parce que sans lui, on peut rien faire aujourd'hui. Dans les 8 ans qui viennent, on est absolument obligé de travailler avec les banques, les grands capitalistes, etc. Sinon, c'est foutu. Donc, c'est leur intérêt de travailler avec nous. Il faut le leur faire comprendre, mais c'est aussi notre intérêt de travailler avec eux. Il faut qu'on le comprenne. Ouais. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut se soumettre à leur point de vue, bien entendu.